je vais dire donc que cette chaire, la chaire de Fondation Diane pour l'éducation à l'éco-citoyenneté et au développement durable, est une chaire fondée par Diana Fadel et qui s'occupe des recherches, des formations et de la sensibilisation au niveau des municipalités, des citoyens, des écoles, des entreprises, partout, sur toute la question du développement durable, les 17 objectifs de développement durable et surtout le rapport à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté. Je vais partager avec vous une petite vidéo qui décrit ce que la chaire a fait durant ces 10 ans, si vous êtes d'accord. Très bien. OK. Donc, voilà. Alors, chaire, voilà. Est-ce que, pardon, je dois mettre le son aussi, chaire, voilà. Est-ce que vous voyez la page, là où il y a le website de la chaire, le site de la chaire? Yes, yes, on voit. OK. Je vais lancer la vidéo et Makram, si tu peux me dire si on entend et si on voit bien. Et au développement durable. A decade of enlightenment, empowering citizens and communities. Lebanon has long struggled with political, institutional, and economic mismanagement, waste piling in the streets, polluted air, waters and soils, and citizens left with more questions than answers. In 2012, Fondation Diane was born as a response. It began by empowering green startups and mobilizing citizens, proving that innovation and collective action could open a new path. When something crucial was missing, the education of citizens. Without education, awareness cannot become culture. With the vision of Dr. Diana Fadel, founder and president of Fondation Diane, and the unwavering support of St. Joseph University's rector, Professor Salim Dakash, the chair came to life. Today, under the leadership of its chairholder, Professor Fadil Haj, the chair has become a hub of knowledge, awareness, and transformation. The impact of this journey has already been recognized. The seed has been shortlisted for the outstanding contribution to environmental leadership at the Awards Arab World 2025, chosen among more than 700 submissions. Our journey is now defined by 10 drivers of change. 10 ways we turned vision into implementation. 1. Awareness. From beach cleanups to the Fresque du Climat, from Earth Day events to green job fairs, we inspired citizens to take responsibility for their planet. 2. Education. Through our yearly certificate program and 11 thematic webinars, we empower and transform learners into eco-citizens. 3. Training in sustainable development and waste management, water conservation, ecological treatment of liquid and solid olive waste, permaculture, sustainable rural development, innovative irrigation, waste and biodiversity, project management, democratic citizenship, gender-based violence, advocacy, civic engagement, and communication. 4. Environmental projects. Because technical expertise and soft skills go hand in hand, we worked with municipalities and communities to design and implement solid waste awareness campaigns in 40 villages. We empowered 24 civil society organizations to strengthen their role in water sanitation, conservation, and research. We also equipped school teachers and eco-delegates with the tools for effective waste management and source separation, and supported municipalities in water conservation through capacity building and targeted awareness campaigns. 5.
social projects. Because sustainability is not only environmental, it is also social and human, we promote gender equity in schools, raising awareness on gender-based violence and advancing women's empowerment. 6. Partnerships. We have built bridges with national and international partners, foundations, government and public agencies, NGOs and international organizations, universities, cultural institutions, institutional chairs. 7. Research. Advancing knowledge through funded research projects, publications in IAU Horizons magazine, and the organizations of 4 scientific conferences. 8. PhD scholarships, awarding PhD scholarships to 3 promising researchers. 9. USJ Verte. We turned our vision inward, making USJ the first green university. With 1,200 recycling bins distributed across 5 Beirut campuses and collected by the Fondation Diane truck, we built a system that brings recycling directly to treatment facilities. 10. Competitions. Photo competitions, the Océan et Mer Plastifiés contest, and our annual Dictée Verte, which brings together more than 450 students from across Lebanon. These 10 drivers of change are our legacy. They prove that education can mobilize, that awareness can lead to action, and that together we can build a culture of eco-citizenship and sustainability. Voilà donc une vidéo qui présente un peu les activités de la chaire dans les différents domaines. Maintenant, je vais tout de suite passer au vif du sujet en présentant Monsieur Mathieu Bréant. Monsieur Bréant est psychologue, psychothérapeute, consultant et chercheur en psychologie sociale à l'Université Paris-Cité. Il est fondateur de l'Institut d'accompagnement MAP-SY. Il déploie une approche intégrative qui allie les thérapies validées scientifiquement à une analyse fine du langage. Ses recherches doctorales actuelles explorent l'impact de la polycrise climatique, sociale, économique et des pressions idéologiques sur notre santé mentale. À travers une approche à la fois clinique, scientifique et profondément humaine, l'Institut MAP développe un accompagnement fondé sur les interactions entre les dimensions biologiques, psychologiques et sociales de l'individu. Son approche intégrative s'appuie sur des méthodes validées scientifiquement et vise à mieux comprendre les mécanismes d'adaptation face à la complexité, à l'incertitude et aux crises économiques. Cet institut intervient aussi bien auprès des individus que des organisations avec une conviction forte: la santé, l'équilibre et la durabilité reposent sur des fondations humaines solides, qu'il s'agisse d'une personne, d'une équipe ou d'une institution. Par son travail, Mathieu Bréant propose une lecture innovante des enjeux de santé mentale en mettant l'accent sur la résilience, le sens et la capacité d'agir dans un monde en constante mutation. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Mathieu avec nous ce soir pour nous parler du concept d'éco-anxiété. M. Bréant, la parole est à vous. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour cette invitation aussi. Merci pour à la Fondation Diane, à l'USJ, et à tous ceux déjà qui sont, qui sont connectés, qui sont là, qui sont intéressés par ce sujet et qui peut-être le regarderont aussi après en rediffusion. Concernant la proposition que je vais vous faire, alors je vais vous partager déjà mon PowerPoint. Hop. Comme ça. Que c'est bon, est-ce que tout le monde le voit? Oui, parfait, c'est parfait, Mathieu. Effectivement, le PowerPoint que je vais vous montrer aujourd'hui et la présentation que je vais vous faire s'inscrit dans un travail de recherche doctorale que je viens de débuter.
Donc, ce que je vais vous présenter va être principalement tout le socle, toute la base théorique et clinique sur laquelle je vais construire moi ma recherche doctorale. Et donc, c'est un petit peu un état de la littérature sur les questions de santé mentale, d'écologie, de polycrise, et ce qui est un petit peu dit de leurs interactions, du fonctionnement et de la structure du problème. Ce sujet-là a un intérêt tout particulier pour un public libanais. Il a un intérêt tout particulier pour un public libanais parce que il est difficile de penser à une société qui a eu à affronter autant de types de crises différentes que celle du Liban, que celles qu'ont vécu les Libanais. Dans mon approche, je vais me focaliser, alors là, il y aura une présentation par rapport au Liban, mais je me focaliserai notamment avec quelque chose, c'est un peu mon intention, mes objectifs, d'une étude comparative entre ce qui se passe en France et au Liban vis-à-vis de ces enjeux-là. Et c'est intéressant que en écoutant la présentation de la Fondation Diane, c'est intéressant parce que ce travail-là s'inscrit notamment dans la question de l'agir et de l'action. Et vous allez voir, il y a une dimension un peu critique, de dimension de ce qu'on appelle de la psychologie ou la sociologie, ce qu'on appelle les études critiques en sociologie ou en psychologie, c'est-à-dire qui ont une fonction aussi de dénoncer certaines choses, certains types de fonctionnement. Et notamment ici, mon travail s'articule avec la question de l'idéologie néolibérale. Vous allez voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc mon sujet, la présentation, au-delà de l'éco-anxiété, comprendre notre santé mentale au cœur de la polycrise, déconstruire les murs invisibles de notre inertie. Je vais le présenter en 3 temps, avec au tout début une introduction sur la question du climat et de la santé mentale, les problématiques environnementales et santé mentale. J'ai appelé ça des épisodes, un petit peu pour sortir de l'aspect trop académique des choses. Le premier épisode, c'est le Liban, en tant que laboratoire de la polycrise, en tant qu'il reflète quelque chose aussi d'intéressant, en termes de lieu d'étude aussi, et de lieu d'innovation. Avec cette question-là, au tout départ, de pourquoi est-ce si dur de penser au climat quand on manque de tout, on manque de l'essentiel. Je l'ai reformulé après, on manque surtout de l'essentiel. Épisode 2, la croyance au monde juste ou les lunettes de l'isolement. Je vous présenterai ce que c'est, cette histoire de croyance dans le monde juste, qui est un concept important développé par Lerner, un vieux concept en psychologie sociale, mais qui est fondamental. C'est presque autant le concept de la psychologie sociale que celui de l'attachement avec Bowlby en psychologie clinique. C'est un concept assez fondamental et son articulation avec la notion de filtre idéologique et d'idéologie néolibérale. Avec derrière, en filigrane, l'enjeu de l'individu entrepreneur de sa survie et comment ce système s'instille et vient produire ce que je nommerai après la question de l'impuissance à agir, le renoncement. Effectivement, ce dont nous voulons absolument nous défaire. L'épisode 3, la notion de blessure morale. Et quand une action fait mal, mais en quoi aussi la notion de blessure morale nous permet de sortir, parce que ce webinaire parle plus de blessure morale que d'éco-anxiété. L'éco-anxiété a été un concept qui a été très longtemps utilisé en psychologie et en psychologie clinique. Elle est vraie, elle est construite, c'est un vrai construit, mais vous allez voir que l'enjeu fondamental, et c'est surtout le travail de ma thèse, tourne beaucoup plus autour de la question de la blessure morale que de l'éco-anxiété, qui existe, qui est un vrai sujet, mais qui n'est pas nécessairement ce qui porte le plus de problématiques, en tout cas, en particulier de problématiques psychogènes, qui viennent apporter une dimension problématique sur le plan de la relation, du lien social, de la santé mentale. Et avec une invitation à la fin sur la conclusion, avec cette idée de comment sortir de ça, comment sortir un petit peu de cette inaction, comment sortir de ces enjeux-là, comment nous défaire avec le concept de nous possible.
le concept du lien, le concept, et je vois effectivement, c'est l'un des enjeux de la Fondation Diane aussi, de construire du lien, construire des projets qui font du sens, et de s'intégrer dans le tissu, dans le fonctionnement, le tissu libanais aussi, hein, que ce soit auprès des municipalités, des startups et voir effectivement si les choses, si ça peut s'inscrire là-dedans. Sur la question de la santé mentale, aujourd'hui, il y a une grande littérature. Sur la question, il y a énormément d'études qui montrent, et de plus en plus, même en France, où on voit une saturation plus importante des lits d'hôpitaux, on voit une saturation de certains types de troubles qui apparaissent, tout public, eux aussi sur des publics en particulier. On parle des agriculteurs, hein, c'est-à-dire que les conséquences sont fondamentales, par exemple, sur les agriculteurs qui peuvent se mettre, on a des exemples en France avec des agriculteurs qui sont, par exemple, les vignerons, hein, tous les vignobles, toutes les personnes qui cultivent la vigne et la question des gels et des bourgeonnements qui se fait à certains moments, qui sont complètement décalés et qui viennent détruire les cultures et qui produisent une instabilité, que ce soit dans un tissu économique, mais aussi une instabilité chez ces personnes-là, dans ce système-là, avec des gens qui se retrouvent en détresse économique et en détresse de manière plus générale. On sait aujourd'hui que la question des problématiques climatiques produisent des désastres humains à tous les niveaux, que ce soit sur la santé mentale directement. Alors on sait que par exemple la chaleur, les pics de chaleur produisent plus de perturbations, plus de détresse biologique, on fait un métabolique, avec des choses qui vont avoir des vraies répercussions sur la santé des personnes, mais aussi indirectement par des jeux, par différents types de truchements, avec aussi évidemment des enjeux de santé publique, hein, avec les questions des personnes qui sont plus fragiles, hein, les personnes âgées, et qui, on sait qu'il y a une taux de mortalité supérieur, par exemple aussi dans les EHPAD en France, durant les périodes de canicule. Et évidemment, tout ce qui s'associe avec des problématiques qui sont des enjeux avec des dimensions aussi géopolitiques, hein, avec les dimensions d'exil climatique aussi, exil climatique et des exils qui sont la conséquence directe ou indirecte de problématiques climatiques. Bon, l'amplification des vulnérabilités, c'est ce que j'évoquais, c'est ce que j'évoquais juste avant. Je présenterai, c'est ce que je vous disais, je présenterai la notion d'action. Comment reconstruire l'action? Et avec moi, mon hypothèse qui est centrale, qui est reconstruire l'action, sortir de la dimension de la responsabilité individuelle à tout prix. C'est vraiment, vous allez voir, c'est le fil conducteur de ma présentation, et c'est le fil conducteur, moi, de ma thèse, avec cette idée de cette fragmentation de l'individu, de la responsabilité, et retrouver cette notion du nous, voilà, du nous possible, avec cette idée derrière que, en favorisant les enjeux climatiques, l'appropriation des enjeux climatiques favoriserait quelque chose qui est aussi du côté de la santé mentale, mais sur le plan positif, favoriserait une meilleure santé mentale. Parce qu'effectivement, on se réapproprie un commun, on se réapproprie un espace, on se réapproprie un avenir, un futur qui est commun. Donc, alors il y a quelque chose devant mon écran, il faut que je le range un tout petit peu. Mince, pardon. Comment je peux réduire ça? Bon, c'est pas grave. Donc, c'est au climat quand on manque de l'essentiel. J'ai cette métaphore due au Liban. Le Liban, j'ai toujours entendu, avant de venir vivre un peu plus au Liban, j'ai toujours entendu cette histoire de résilience libanaise. Mais très souvent, une résilience qui est plus racontée de la part d'observateurs externes. À l'étranger, les gens disent qu'est-ce qu'ils sont résilients, les Libanais, qu'est-ce qu'ils sont résilients. Et je me souviens au début, en rencontrant quelques Libanais, il y avait quelque chose, quand on a parlé de résilience, il y avait quelque chose qui les insupportait.
un peu avec ce mot, où il me disait, chacun dans un langage différent, on n'en peut plus de cette histoire de résilience. On n'en peut plus. En fait, c'est bien d'être résilient, mais on n'en peut plus. Ça vient tout expliquer, ça vient expliquer effectivement tous les désastres qu'on vit et comme quoi effectivement on euh, on s'habitue en quelque sorte au désastre. On s'habitue, on se met dans une espèce d'impuissance. On se met dans une espèce d'impuissance acquise de quelque chose de voilà, c'est là, c'est comme ça, et on est résilient. C'est ce qui nous reste, la résilience. Et j'ai compris effectivement en quoi il y a quelque chose d'insupportable. Il y a quelque chose d'insupportable dans ce mot-là parce que il est d'ailleurs assez raccord avec le fil conducteur de cette thèse, qui est la résilience. Elle est avant tout la résilience. Elle est avant tout au Liban. Ce qui reste, c'est cette dimension de soutien entre les individus, dans la famille, entre les communautés, entre certaines communautés. On sait qu'il y a des choses qui sont fractionnées au Liban, qui sont pas évidentes. On sait qu'il y a des dissensions au sein du Liban, mais il y a encore une dimension de soutien au sein même de la nation libanaise. C'est ce qui fait la résilience. C'est le nous. C'est le nous au Liban. Il y a cette idée, un peu, au Liban, j'avais cette image, comme s'il y avait un navire en plein milieu de la Méditerranée, avec de l'eau qui rentre de toutes parts, avec des réserves dans le navire, de nourriture qui s'épuise, avec un équipage qui se dispute, avec à l'horizon un tsunami qui arrive, qui est le dérèglement climatique. Et on demande aussi aux Libanais d'écoper le navire avec une tasse à café, et de sortir l'eau du navire. Alors que d'ailleurs, l'eau prend de toutes parts, qu'il y a cette menace qui arrive à l'horizon. Il y a cette dimension qu'au Liban, on n'est pas dans un déni climatique, il y a une dimension de saturation. Il y a quelque chose dont on n'en peut plus. C'est ce que je vais présenter dans la première partie, il y a cette dimension de on n'en peut plus aussi. Cette image-là, avec le bateau, le moteur qui est en panne, c'est la crise économique, l'équipage qui se dispute, c'est la crise politique. Le tsunami, c'est les enjeux externes, dont la crise climatique, les enjeux extraterritoriaux, extranationaux, qui ne dépendent pas directement aussi du Liban. Très longtemps, et ça c'est ma première critique, très longtemps, on a construit l'idée que l'enjeu climatique était avant tout une problématique de déficit informationnel. La dimension, si on sait, on agit. Si on informe, on agit. Si tel était le cas, cela ferait plus de 50 ans que l'enjeu climatique serait l'enjeu numéro 1. Aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas aborder cette question-là. Qu'est-ce que c'est cet enjeu climatique? Comment ça se manifeste? Le GIEC a suffisamment documenté, il y a suffisamment d'experts sur cette question-là pour montrer que c'est un enjeu fondamental pour l'humanité, en termes d'adaptation, en termes de réponse, et qui est une menace existentielle, véritablement, pour l'humanité. Alors, je partirai pas, moi, effectivement, sur la question, est-ce que, je suis pas dans cette idée de est-ce que la problématique climatique existe, oui, non. Je me focalise plutôt sur l'état de la science et voilà, il y a des choses, je vous invite à regarder vraiment du côté du GIEC et les choses sont assez catastrophiques quand même. Les choses sont assez catastrophiques. Et le premier point, c'est d'indiquer qu'on le sait. Il y a suffisamment d'informations aujourd'hui, on le sait. Mais ça ne nous empêche pas, on est dans une inertie, on n'arrive pas à se mobiliser, il y a quelque chose qui bloque, il y a des blocages. Donc le savoir, en tant que tel, n'est pas un moteur suffisant. Ce n'est pas parce qu'on sait que c'est un moteur. J'ai donné l'exemple, j'ai voulu poser l'exemple d'une crise qui a parcouru l'humanité récemment, qui nous a tous percutés de plein fouet et auquel on a répondu différemment. J'aborde la notion du Covid. Et le Covid, il y a quelque chose d'un peu particulier. Je me souviens, au départ, avoir entendu sur les plateaux télé, de toutes parts, j'entendais ce qu'il faut, c'est éduquer, c'est informer les gens. Et quelque chose me gênait à l'époque, notamment en tant que psychologue social, quelque chose me gênait avec cette histoire. On manque d'informations sur la science, qu'est-ce que la vaccination?
Et ce qui me gênait, que j'ai construit après, et que j'ai compris aussi après, c'est que ce n'est pas un manque d'informations. Les informations étaient là. Les pays sur lesquels il y a eu le plus de défiance, je les ai nommés, l'Europe de l'Est, États-Unis, la France, il y avait aussi le Brésil que j'ai pas mis parce que le Brésil était un peu particulier avec Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Ces pays-là, ce sont des pays qui étaient politiquement, nationalement, au sein même de la société, très fractionnés. Il y avait une défiance vis-à-vis des élites, une défiance vis-à-vis des autorités. Il y a cette notion avec l'Europe de l'Est, avec une méfiance vis-à-vis de l'État et de la mainmise de l'État. Aux États-Unis, on était à l'époque, je crois qu'à l'époque c'était, je ne veux pas dire de bêtises, 2020, mais je pense qu'on était à la fin de Trump. Je pense qu'on était à la fin de Trump. C'était la dernière année où Trump proposait de s'injecter je sais plus, une saloperie, de la javel dans le sang. Trump proposait de s'injecter de la javel dans le sang à l'époque. Et il y avait pareil, il y avait une fractionnement, une défiance très importante, une société complètement clivée. Et la France, la même chose, avec des scandales passés, le sang contaminé, avec énormément de scandales sanitaires. Donc cette notion-là rejoint aussi, je m'appuie là-dessus, rejoint aussi mon postulat de base, qui est la notion du commun, du nous, de quels sont les projets. Est-ce qu'on arrive à faire aussi cohésion autour de quelque chose? Est-ce qu'on arrive à construire quelque chose? Et effectivement, c'est là où la vaccination, on pourrait dire la France, le pays de Pasteur, on pourrait se dire que c'est le pays qui est normalement censé être assez à l'aise avec ces questions-là, mais on voit qu'il y a quand même une corrélation, et elles existent, il y a des études un peu là-dessus, entre effectivement cette absence de cohésion sociale et cette dimension-là, en particulier avec les instances politiques. Le concept de polycrise est un concept important. C'est un concept important parce qu'il renvoie à cette idée que ce n'est pas une simple addition de crise. C'est un peu le fameux, il y a quelque chose de systémique, une perception systémique de ça, c'est le 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que ce n'est pas additif. Il y a des dimensions, et c'est le principe, c'est ce que pointe le GIEC, une dimension aussi de choses qui sont du côté de multiplicateurs, multiplication des risques, d'exponentiel. C'est ce qui fait que systématiquement, les prédictions du GIEC sont toujours en deçà de ce qu'ils prédisent en termes de risque et d'évolution. Parce que il y a des facteurs combinés qui font, je donne un exemple tout bête, le dernier GIEC, pas le dernier, mais l'avant-dernier, était, je crois, un GIEC sur l'eau, la question de l'eau. Parce qu'ils ont identifié que l'eau était le principal facteur de risque vis-à-vis du climat. Avec cette idée derrière que le premier gaz qui cause le réchauffement climatique n'est pas le dioxyde de carbone, c'est l'eau. L'évaporation de l'eau, il y a un effet cumulatif. Plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore. Et plus l'eau s'évapore, plus il y a un effet de serre. C'est paradoxal, c'est terrible, c'est comme ça. Et plus l'eau s'évapore, plus les systèmes les systèmes hydriques sont perturbés, plus ça s'assèche. Et donc il y a un effet cumulatif. Moins il y a d'eau, plus l'eau s'évapore. Plus l'eau s'évapore, plus le problématique de réchauffement climatique et d'effet de serre augmente. L'eau est le principal gaz à l'existence, je crois, le principal gaz qui est dans l'atmosphère. Donc c'était vraiment ce rapport du GIEC indiquait que le risque, il y avait un risque multiplié en lien avec ça, avec cet enjeu-là. Et la polycrise s'inscrit dans cette dynamique où le problème ne vient pas d'un problème isolé, mais c'est la multiplication des facteurs. Moi, ce qui m'intéresse en tant que psychologue social, c'est que la polycrise crée des inégalités et une perte de cohésion sociale. Les principales personnes qui sont touchées par les questions d'enjeux climatiques sont les personnes les plus vulnérables. On peut le voir au Liban, on peut le voir. Effectivement, il faut aujourd'hui, pour être plutôt confortable, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens
pour avoir accès à l'eau, pour avoir accès à l'électricité, pour avoir accès à une clim, il faut des moyens. Et on le sait, les personnes concernées, là aussi, je crois, il y a des études là-dessus. Les principales personnes responsables du réchauffement climatique sont les mêmes qui, derrière, proposent à la fois que ce soit des solutions, mais qui ont des solutions pour eux-mêmes. C'est-à-dire que les principaux pourvoyeurs de problématiques climatiques ont déjà des solutions pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour sortir de cette question-là et pour en réchapper, et pour se mettre à l'abri des enjeux et des répercussions. Donc, c'est-à-dire que la polycrise, elle provoque déjà, sur le plan de la structure sociale, elle propose déjà une fracture. Elle induit notamment aussi également la question d'une surcharge de l'attention. La crise climatique est une crise complexe, une crise systémique. Et quand je parle de crise climatique, effectivement, j'induis dedans, dans la notion de crise climatique, j'induis aussi, ça c'est important à définir, tout ce qui est rattaché aux enjeux climatiques. Donc la biodiversité en fait partie, les questions associées de santé publique associées à cette problématique-là, toutes les questions qui découlent plus ou moins de la problématique climatique. La capacité de charge, c'est cette notion que notre charge attentionnelle est limitée. Elle est limitée, on ne peut pas se focaliser sur tous les sujets en même temps. Et donc, il y a une arène médiatique. Elle prend de la place. Au Liban, l'arène médiatique peut se porter sur différents types de sujets, que ce soit des sujets politiques, que ce soit sur des sujets économiques, sur des sujets d'accès à des ressources énergétiques. Le problème, c'est qu'il y a difficilement de la place à cet enjeu-là, qui est celui de la problématique climatique. La sectorisation, c'est ce que je vous disais, le piège de la sectorisation, c'est le fait que les choses sont découpées les unes par rapport aux autres. On indique que, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, actuellement sur la problématique d'approvisionnement vis-à-vis de la guerre avec l'Iran, on se dit, tiens, il y a des problématiques d'apport en pétrole. Sauf qu'au final, la sectorisation, ce serait de dire, voilà, les engins qui sont thermodynamiques et qui dépendent des moteurs à explosion et qui dépendent effectivement du pétrole. Mais les enjeux sont beaucoup plus importants. Les enjeux, ce sont les engrais, les intrants chimiques. Les enjeux, c'est le soufre. On extrait du soufre du pétrole. Les enjeux sont, et le soufre, c'est des matériaux, sont utilisés dans des compositions pour des métaux. Bref. D'autres parlent beaucoup mieux que moi de ces questions-là, mais c'est un exemple, c'est-à-dire qu'il y a une répercussion aux chaînes aussi de ces questions-là. Et c'est donc, ça renvoie à cette idée que, à la fois, pour finir sur ce point, c'est un sujet extrêmement complexe à saisir, qui impacte tous les pans de la société, l'intégralité des pans de la société, et on a difficilement à la fois des ressources cognitives pour tout traiter en même temps, pour comprendre l'ampleur du sujet, et en même temps, au Liban tout particulièrement, on a cette question de oui, mais moi, à un moment, j'ai juste envie d'avoir le confort minimal. Accès à l'eau, accès à les ressources, pouvoir se chauffer, ne pas être dans un état de surchauffe en été pendant les saisons estivales, voilà. Donc cette notion-là, ça introduit ce que je vais vous montrer. Comme il y a trop d'informations, comme c'est trop complexe, et le cerveau humain a besoin de simplification. Naturellement, on a besoin de choses simples. On a besoin de choses simples pour pouvoir prédire l'avenir. C'est ce qu'on appelle aussi la notion le cerveau a besoin systématiquement de réduire son niveau d'incertitude. Il a besoin de réduire son niveau d'incertitude sur ce qui va se produire. C'est le principe de l'anxiété. L'anxiété a cette fonction d'avoir une certaine dimension de prédiction vis-à-vis du futur. L'anxiété me permet de scanner mon environnement, de connaître mon environnement pour savoir que ici, dans tel environnement, il va se produire ceci, il va se produire cela. L'anxiété n'est pas un trouble. L'anxiété est un fonctionnement cognitif et émotionnel, psychique normal.
normal. Ça devient un trouble lorsqu'il y a certains processus derrière, mais on n'est pas là pour se parler de ça. Lorsque ça se cristallise, lorsque ça se grippe, lorsque ça n'arrive pas à se déverrouiller, que c'est axé sur certains, voilà. Les heuristiques sont là, les heuristiques de pensée, ce qu'on appelle les heuristiques, elles sont là, ce sont des courts-circuits, ce sont des raccourcis de la pensée, ce sont des simplifications du réel. Et on a besoin, le cerveau, toute la journée, fonctionne en heuristique. On ne peut pas être focus toute la journée dans un flow continu pour traiter l'information du réel et d'essayer d'être actif cognitivement sur quelque chose. Donc une grande partie de notre journée fonctionne dans des automatismes de pensée. Voilà. Et parfois, on arrive à s'en extraire quand on se pose, quand on réfléchit, quand on discute, quand on échange, quand on écrit. On peut s'extraire de ces automatismes-là. Les heuristiques renvoient à ce concept, je pense que vous le connaissez peut-être, qui avait été développé par Daniel Kahneman. Daniel Kahneman qui avait parlé de système 1, système 2, système 1, qui sont des systèmes. Il y en a un système, c'est celui que je vous racontais, qui est celui d'analyser, de penser profonde, de réussir, qui prend du temps, qui est lent, qui renverrait plutôt aux structures corticales, le manteau du cerveau. Et le système 2 est un système beaucoup plus rapide, plus émotionnel, beaucoup plus, voilà. Mais du coup, qui est soumis à beaucoup plus de biais. On sait que le réel est beaucoup plus complexe que système 1, système 2. Au final, c'est un spectre, mais c'est une vision qui nous permet de comprendre que voilà, se poser, réfléchir nécessite du temps, de l'énergie. Et des fois, c'est un petit peu aussi ce qui manque quand on est soumis à des crises, à des enjeux, à des choses, quand on est en mode survie. Bon, la croyance, je regarde le temps, on est OK. La croyance en un monde juste. La croyance en un monde juste, c'est ce que je vous disais, c'est un concept extrêmement important en psychologie sociale. C'est un concept qui est universel, C'est un concept qu'on retrouve, qui a été étudié partout, dans beaucoup de cultures différentes, que ce soit en Chine, mais aussi par exemple en Amérique du Sud, sur des peuples d'Amazonie. La croyance en un monde juste, c'est un concept qui a pour fonctionnement de nous dire que ce qui arrive a un sens. C'est une tendance naturelle de l'esprit à justifier ce qui nous arrive. Justifier ce qui nous arrive. Avec cette tendance à particulièrement le justifier pour les autres et pour ce qui est externe à nous. C'est ce qui fait, c'est un concept qui vient notamment expliquer qu'on peut plus facilement accepter qu'il y ait des gens à la rue, qu'il y ait des gens qui souffrent. C'est cette idée qu'il y a un ordre des choses. Il y a un ordre des choses. Il y a quelque chose qui renvoie aussi à cette dimension. Certains pensent que la croyance au monde juste, c'est ce qui a aussi donné, c'est aussi rattaché à ce besoin du religieux, ce besoin d'organiser le monde, ce besoin de structurer les choses, de penser les choses. Et que c'est le pan plus cognitif de ça, de dire qu'il y a un ordre suprême, il y a une espèce de tendance, et que les choses, si elles sont là, elles ont un sens, elles ont une logique qui nous dépasse, et que c'est normal. Donc c'est une espèce de méta-biais, un peu comme un biais, un supra-biais. Avec cette idée, la croyance au monde juste, avec cette idée que c'est déjà un élan naturel, pour venir être dans l'acceptation. Une tendance naturelle de l'être humain à être du côté de l'acceptation quand quelque chose arrive. Attention, c'est pas un biais fondamental qui fait qu'on n'en sort pas, mais c'est une tendance naturelle cognitive à traiter l'environnement. Et donc on va voir que cette vision du monde se retrouve en connexion comme une espèce de synergie importante avec une idéologie, avec un filtre en particulier qu'on appelle le néolibéralisme. Et c'est un peu comme mari et femme, ils se retrouvent l'un et l'autre. Cette tendance naturelle à traiter l'information se retrouve associée à une idéologie qui est née au XVIe, XVIIe siècle dans le monde et qui s'est répandue partout, notamment avec la colonisation. C'est une idéologie très européenne, très occidentale, qui s'est répandue dans le monde entier, que je vais présenter, et qui
qui a globalement cette tendance à l'atomisation des structures sociales et qui indique que l'individu est entrepreneur de lui-même et de sa survie. Et qu'en gros, on ne doit pas trop compter sur l'État, plutôt compter sur nous-mêmes, et qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Donc, ce besoin de croire à un monde prévisible devient le fil qui oriente nos choix. Il nous pousse à construire par nos actions la réalité même que nous percevons. Je vais faire un petit détour. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Donc, la question des filtres. Qu'est-ce qu'un filtre? Qu'est-ce qu'un filtre? Je suis désolé, j'ai mon image en grand sur l'écran. Je n'arrive pas à voir tout l'écran. Qu'est-ce qu'un filtre? Un filtre, c'est ce que je vous disais, c'est le système 1, système 2, ce truc-là. C'est une manière rapide de traiter, de filtrer l'information qu'il y a autour de nous. Une manière de rapidement, comme le passer dans une NAS. Et ici, c'est une expérience, c'est une illusion d'optique qui est connue. Une illusion d'optique qui est connue, mais qui montre quelque chose d'important. Est-ce que la case A, ici, est plus claire, ou plus foncée ou plus claire que la case B? Je ne sais pas s'il y a le moyen de mettre des réponses dans le chat. Si vous pouvez peut-être... Oui, il y a une possibilité. Vous pouvez répondre dans le chat en mettant, d'après vous, le A, c'est foncé ou clair. Voilà, donc plus foncé, foncé. Les réponses sont plutôt foncées, Mathieu. Plus foncé. La A est plus foncée que la B. Ben, la A est exactement aussi foncée que la B. La A est exactement aussi foncée que la B. Mais pourquoi? Pourquoi pense-t-on? Alors, normalement, moi, je le fais quand je suis en formation. Je prends le temps, je découpe la case A et je la superpose juste à côté de la case B. Vous pourrez le faire chez vous, vous la retrouverez sur Internet, cette illusion d'optique. Elle est connue. Pourquoi pense-t-on qu'elle est plus foncée la A que la B? Pour une raison très simple. C'est que nos connaissances préliminaires sur l'ombre, sur les jeux de contraste dans le réel, à l'extérieur, par notre expérience empirique de la réalité, voilà. On va dans la rue, on voit que s'il y a de l'ombre et tout ça, nous amène à penser nécessairement que le cylindre qui est là vient projeter une ombre sur cette case-là. Donc, si il y a une ombre ici, il ne peut être plus clair. Il est impossible, parce qu'on connaît à la fois les jeux d'échecs, donc les damiers, et à la fois on connaît le système d'ombre. Donc il y a une espèce de contradiction cognitive entre les deux systèmes. Donc le cerveau vient nous faire, comme ça, hein, son propre chef, vient nous faire modifier notre perception du réel. Ça, c'est un exemple très connu en psychologie cognitive, mais il y a une infinité de situations. Là, on est juste à un premier niveau qui est le filtre perceptif. On est au premier niveau qui est le filtre perceptif. C'est juste la perception. On n'est pas sur l'interprétation, on n'est pas sur des choses. Il y a d'autres exemples qui sont connus. Hein. Par exemple, on ne voit jamais un visage de la même manière. Un visage est toujours la superposition, l'expérience que je fais de ce visage au fil de ma vie. Donc je vois un visage, même si le visage évolue et vieillit, mais il y a aussi dans ma mémoire, je superpose les traits, je superpose les souvenirs, les émotions, le comportement de la personne, et le visage vient dans ma mémoire modifier aussi mon traitement en continu de ce même visage. Et ça marche pour toute la perception du réel. Et ça marche, imaginez donc si ça marche sur la perception primitive, c'est-à-dire sur des choses aussi simples que les contrastes, imaginez comment ça marche sur les notions de filtre psychosocial et sur ce qu'on va aborder, sur le traitement du réel, l'explication du réel. Donc, sur la question du filtre, on arrive à l'expérience de Pygmalion. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de Pygmalion, je ne veux pas perdre trop de temps. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, l'expérience de Rosenthal. Je vais le faire rapidement, parce que je vois que le temps file aussi. L'expérience de Rosenthal, c'est pour vous montrer un autre filtre, mais là qui s'applique au monde psychosocial. C'est cette idée qu'un enseignant, je vais un peu simplifier, il y a un enseignant qui rentre dans une classe
Et on lui dit, voilà, il y a tels élèves, il y a groupe A, groupe B. Tels élèves sont plutôt bons, et groupe B, tels élèves sont plutôt mauvais. Il y a les gentils et les méchants. Je fais simple. Et cet enseignant, on lui donne, ce sont des élèves qui passent de CP en CA1, donc ce sont des passations de bulletins. On lui dit, voilà, essayez, faites attention, cet élève est plutôt turbulent, et voilà. Et ce qui va être observé, c'est que, effectivement, l'enseignant va observer les comportements, que les élèves sont pas bons, sont bons, et effectivement, les documents qu'on lui a transmis sont justes et sont raccord avec le réel. Sauf que, en fait, les bulletins sont faux. On a pris les élèves, on les a mélangés. Un bon élève, on lui a mis il est bon. Et un autre bon élève, on lui a dit il est mauvais. Et en fait, l'étiquette qu'on va donner est soit juste, soit fausse. Sauf qu'à la fin de l'année, les élèves vont devenir exactement ceux qui avaient marqué sur le bulletin. Plus précisément, les élèves vont se conformer aux attentes que l'enseignant a d'eux. Pourquoi? Parce que l'enseignant va attendre certains types de comportements et pas d'autres, va favoriser certains types de comportements et pas d'autres. C'est une expérience fondamentale en psychologie sociale aussi, qui a été répliquée, ça fait partie des choses qui sont assez standards quand même, qui sont aussi en psychologie de l'éducation. Ce sont des choses qui sont hyper importantes. C'est ce qu'on appelle les boucles rétroactives. Dans les théories des systèmes, en systémie, c'est vraiment ce qu'on appelle effectivement les prophéties auto-réalisatrices. Voilà, c'est ce que je dis d'ailleurs en dessous. Là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble en termes de schéma, c'est un peu ça. Hein, alors j'ai encore des trucs dessus. Les croyances, les attentes de l'enseignant influencent inconsciemment les choses. Il y a un comportement différentiel de l'enseignant qui va donner plus la parole, plus de temps, soutien, la formulation, un impact direct sur l'élève, motivation, estime de son engagement, son confiance, ose, essaye, s'engage en tâche ou pas, ça inhibe, ça renforce. Performance du comportement, performance scolaire réelle s'améliore. Bref, et on voit qu'il y a un jeu comme ça d'auto-renforcement, ce qu'on appelle de feedback positif. Pourquoi je peux plus switcher? La croyance en un monde juste ou les lunettes de l'isolement. Le lien entre la croyance au monde juste et l'idéologie néolibérale, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en gros, la croyance en un monde juste, c'est ce besoin psychologique universel de croire que le monde est prévisible et que chacun reçoit ce qu'il mérite. Le filtre de l'idéologie néolibérale, il capture ce besoin pour promouvoir la méritocratie absolue. Si je travaille dur, je m'en sortirai. Je vous présenterai ce qui tombe dedans, dans ce filtre-là. Le glissement, la justice n'est plus un idéal social, mais une question d'effort individuel. Conséquence, on finit par croire que les victimes de la crise ou du climat sont responsables de leur propre sort. En gros, vous allez voir un peu ce qu'il y a derrière, c'est que un mécanisme qui renforce à la fois l'impuissance et c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Il n'y en a pas trop le choix, de toute façon. Donc c'est un logiciel de perception où l'individu est entrepreneur de sa propre survie. L'idéologie ne privatise plus les entreprises, elle privatise les individus. Il y a 4 dimensions en idéologie néolibérale et que j'ai traduites à peu près en dessous en comportement. Les 4 dimensions sont la liberté individuelle, avec une priorisation de ma propre liberté, au détriment aussi de celle des autres. Il y a une promotion de la liberté individuelle au détriment de la liberté collective. La notion d'hédonisme, la notion de plaisir illimité. La question de l'autosuffisance. Je m'autosuffis, c'est le fameux, je suis le gardien de mon propre sort. Je dois compter que sur moi-même. L'unicité, et avec cette dimension de renforcement de ce qui me distingue de l'autre, les contrastes, plutôt que de ce qui me rassemble, cette espèce d'humanité partagée. Les 3 conséquences comportementales de ça, et on va pouvoir les voir, notamment le lien avec les enjeux climatiques, la responsabilité personnelle totale. Si tu échoues, c'est ta faute.
la compétition naturelle. Les autres sont des rivaux pour les ressources, eau, électricité, et le retrait du collectif. Conviction que l'État est inutile et que seule l'initiative privée sauve. Donc on peut le voir hein, sur la responsabilité personnelle totale, c'est-à-dire qu'effectivement, de se dire, ben, je dois moi-même, il y a une problématique liée à des questions d'accès à certaines ressources, logiquement, tu te débrouilles. Hein, je dois moi-même être, être autonome sur cette question-là et responsable de ça, sans venir questionner, mais est-ce que c'est pas normal qu'un système prodigue ou parvienne effectivement à me rassurer, à m'assurer un minimum syndical sur certaines choses. Au retrait du collectif, voilà. Je vois que le profil, je suis... Alors, si on reprend le modèle de Rosenthal, qu'est-ce que ça donne? Si on revient là-dessus, sur cette question-là, et qu'on l'applique, Rosenthal, aux problématiques, les enjeux d'éco-citoyenneté, de responsabilité sur les enjeux climatiques, j'ai des croyances et citoyens, des croyances et des attentes. On ne peut pas compter sur l'État. Je ne peux compter que sur moi-même pour survivre. Il y a le filtre, la conviction que la survie est une responsabilité strictement individuelle. Le système qui vient justifier derrière l'idée que c'est comme ça. On n'y peut rien, ce qui diminue l'attente de changement. Le citoyen a un comportement qui va être différencié, favorisé par ça. Je dois devenir mon propre ministre, générateur d'eau, de cash, au lieu d'exiger des services publics. Focalisation sur les petits gestes. Trier ses déchets pour calmer la dissonance cognitive sans attaquer la structure. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tendance, plutôt que s'attaquer à la métastructure, on va plutôt s'intéresser effectivement. Et avec le système, la promotion, on sait que, alors je ne sais pas comment ça marche au Liban, mais dans les pays européens, il y a un lobbying du petit geste. Les personnes qui promeuvent la responsabilité individuelle sont au devant de la scène, et les personnes qui critiquent la métastructure sont étouffées, sont mises par des jeux d'algorithmes, que ce soit sur YouTube, mais par différents jeux de lobbying au niveau des commissions européennes. Bref, il y a un système qui va venir favoriser surtout la vision, les petits entrepreneurs de soi-même. C'est l'exemple, c'est ce qui avait été proposé en France, je ne sais pas s'il a existé au Liban, cette personnalité qu'on appelait Pierre Rabhi en France, Pierre Rabhi, avec sa métaphore du colibri, et qui a été critiqué effectivement pour dire ce sont les petits gestes qui sauvent. C'est parce qu'on montre l'exemple. Moi, j'ai fait ma part du colibri, j'ai éteint l'eau, j'ai fait mon tri. Et beaucoup de détracteurs lui disaient, mais c'est très bien. Mais si derrière on s'isole et on pense que la problématique est au niveau individuel et qu'on ne s'intéresse pas au niveau collectif, on fait pas union, on fait pas pression sur le système, pas pression sur les structures. Si on n'est pas ensemble, on va s'épuiser. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été dit à Pierre Rabhi. Pierre Rabhi dit que le colibri, c'est celui qui voit tous les animaux de la forêt. Tous les animaux sont à l'extérieur de la forêt, elles brûlent, et le colibri dit, mais qu'est-ce que vous foutez? Et les autres disent, la forêt brûle, on peut pas y rester. Mais il dit, oui, mais moi j'y vais, je vais avec mon bec, je vais remplir de l'eau et je vais faire ma part. Et les autres, mais c'est complètement idiot. Et puis il fait, oui, mais moi j'aurais fait ma part. Et ce que Pierre Rabhi ne disait pas, et c'est assez drôle qu'il ait omis ça, c'est que la fin de ce conte, qui est un conte amérindien, à la fin, le colibri meurt et la forêt brûle. C'est exactement la critique qui lui est faite par les détracteurs, c'est de dire que c'est très bien les gestes individuels, mais c'est amplement insuffisant. Il faut qu'il y ait des initiatives beaucoup plus larges, et des initiatives qui fassent du sens, qui s'inscrivent dans ce que je proposerai à la fin, dans un futur commun, dans un nous, dans quelque chose comme ça. Impact sur le groupe, donc on voit, ça renforce des connexions sociales, blessures morales, baisse de l'estime de soi collective, je dois compter sur les autres. Et donc, absence de pression sur les décideurs. Et globalement, à la fin, on maintient et on favorise même le système et qui va aussi se servir de ça et aussi peut-être même abuser de ça, continuer à persister et même peut-être continuer à se renforcer jusqu'à épuisement, jusqu'à rupture. Et
Je regarde les croyances au monde juste. Donc, ce que je vous y disais, je vous ai déjà présenté. On peut peut-être passer rapidement sur ça, avec cette notion de voilà, chacun est responsable de soi. On devient son propre ministre de l'énergie. La prophétie que tout le monde gère sa survie seul. Il n'y a plus besoin, voilà, d'un réseau. Il n'y a plus besoin de ça. L'isolement devient une réalité biologique. Il y a un épuisement de soi. Il y a un épuisement général autour de ça. Nous devenons trop occupés à gérer notre propre espace de survie. Le coup, une déconnexion, compétition sociale et une solitude qui nuisent à la santé mentale. Le filtre néolibéral nous fait croire que nous sommes 6 millions d'individus isolés face à la crise, alors que nous sommes une société face à un défi commun. Cette solitude n'est pas un hasard, c'est le résultat du filtre qui nous empêche de voir la puissance du non. Le pygmalion libanais, c'est ce que je vous ai montré. Le besoin de croire que le système est stable, même s'il faillit, pour éviter l'incertitude insupportable. C'est comme ça. Hein. Alors je dis pas que les Libanais, je dis pas que les Libanais pensent que le système, leur propre système qu'ils pensent que leur propre système est un système stable ou suffisant, ou mais avec cette idée, pour faire un peu simple, c'est cette idée que on ne peut pas avoir pire. Ça peut pas être pire. Le système est là. Et on sait que ça peut être pire. Même les Libanais le savent. Même les Français savent que les choses peuvent être pires. Mais de se dire que la mobilisation, le sursaut, la mobilisation, même temporaire, même transitoire, l'énergie dépensée, à un moment donné, ne vaut pas le coup face à la stabilité ou à l'inertie d'un système. Alors que si on prend du recul, et qu'il y aurait peut-être besoin d'un changement, même peut-être un peu brutal, pour réussir à modifier la structure du système et qui serait beaucoup moins énergivore que de répondre en 2035 ou 2040 à une problématique. Et c'est un peu ça, c'est un peu cette vision de l'inertie, de l'inertie. C'est de se dire, bon, il est comme ça bon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pire? Qu'est-ce que j'entends aussi les Libanais, bon, on a tout à peu près, il nous manque peut-être que, et encore, ils ont eu la peste et le choléra, hein, et avec le Covid, avec cette blague un peu autour de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir de pire? Ça renvoie à cette notion du dilemme du prisonnier. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du jeu, théorie des jeux. C'est cette idée dans la théorie des jeux, le dilemme du prisonnier, que ce sont des prisonniers qui sont mis dans des salles différentes et on les interroge. Et quelle est la posture du prisonnier qui va être interrogé, de se dire est-ce que mon ami va coopérer, est-ce qu'il va me balancer, est-ce qu'il faut rester muet? Et cette idée dans le dilemme du prisonnier, dans la théorie des jeux, là, le meilleur système, le meilleur système en termes de probabilité, c'est celui de coopération. C'est celui, j'aide mon coéquipier, quoi qu'il en soit. Le prisonnier qui se dit, OK, lui va participer, il va m'aider, mais je vais me sauver. Moi, je vais le balancer pour qu'il prenne cher, mais lui va me sauver. Effectivement, il s'en sort. Mais à la fin, c'est un dilemme qui va pourrir le lien, qui va pourrir la relation, qui va pourrir quelque chose, qui va gangréner. Alors que systématiquement, si je me dis que l'autre va me sauver, que l'autre va m'aider, et qu'effectivement il y a une coopération totale et absolue, ce n'est que bénéfique pour le système. On peut se demander, on peut se dire effectivement, au Liban, c'est toujours la même chose. Pourquoi les dissensions sont entretenues? Parce qu'il y a peut-être aussi des profiteurs de système. Je pense ne pas être très révolutionnaire en disant ça à des Libanais. Donc voilà, le piège, c'est que le filtre néolibéral transforme un défi commun en une série de problèmes individuels. Il y a une privatisation de la responsabilité, les fameux petits gestes. Ce facteur se surajoute à d'autres tels que les processus d'externalisation. Hein, c'est l'autre. De toute façon, à un moment, ça peut être la Chine, ça peut être telle communauté. Voilà, oui, mais le voisin, oui, mais le truc, oui, mais... Et de diffusion de la responsabilité. Oui, mais moi, je fais ceci, je ne vais pas aussi faire cela. De diffusion, c'est-à-dire, voilà, je suis sur un axe, plutôt que voir la dimension systémique. Et avec cette dimension aussi derrière d'évitement cognitif, avec cette notion de technosolutionnisme. Technosolutionnisme, c'est de dire, la technologie va nous, à un moment, ok, on investit, c'est l'exemple de l'IA. Ok, il faut investir dans l'IA avec l'idée que l'IA trouvera les solutions aux problèmes qu'il a causés.
Alors, je ne suis pas nécessairement contre IA de principe, mais par contre, je suis contre cette idée de faire un pari sur l'avenir, sur des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, le problème du technosolutionnisme, c'est de tout mettre là-dessus. C'est l'IA qui nous sauvera. Non, il faut mettre des solutions à côté. Il faut investir sur d'autres choses à côté, ici et maintenant. L'IA, est jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, hein, on n'a pas inventé le moteur à hydrogène. Jusqu'à preuve du contraire, la technologie n'est pas la réponse absolue à cet enjeu-là. Les experts globaux sont autour, s'entendent pour dire que la solution reste la question de la décroissance. De la décroissance. Il n'y a pas d'autre solution que celle. C'est passionnant, mais juste pour gérer le temps, on peut peut-être se donner encore un quart d'heure pour laisser du temps à des échanges, à des questions. OK? Ouais, super. Moi, je suis pas trop mal. On va arriver un peu sur la fin. Mais ok. Non, Merci un à toi quart de me d'heure. On peut rappeler. se donner 15 minutes sans problème. Ok, super, super. Bon, voilà, ça on l'a vu. La blessure morale et les mots multiples. Mettre des mots sur la douleur et reconstruire l'action. Il y a une évolution de la détresse. Je vous ai parlé au tout début de l'éco-anxiété, qui est importante, hein, c'est une notion d'éco-anxiété, mais comme, euh, comme cela est induit par le terme, l'éco-anxiété, c'est pas une peur, c'est de l'éco-anxiété. L'anxiété, c'est une peur probable. Ouais, je sais pas comment ça peut se passer. C'est une peur probabiliste, prédictive, avec quelque chose d'un peu bayésien derrière. C'est-à-dire, je sais pas ce qui va se passer, j'anticipe un truc, on me dit, on m'envoie des films, on fout des forêts qui brûlent en Californie, on me dit ceci, j'ai de l'éco-anxiété, et en gros, mon anxiété est entretenue par un système, par des images, par des choses comme ça. C'est très bien, l'éco-anxiété. Hein, l'éco-anxiété, c'est très bien. Mais le risque de ça, c'est que l'anxiété continue, à un moment, c'est un épuisement du système. Hein, l'anxiété, elle a pour but de s'informer, de récupérer de l'information pour se prémunir. Je préfère, moi, la colère. Je préfère l'éco-colère. Je préfère des affects qui sont plutôt du côté du mouvement, plutôt que de la stagnation. Je préfère la joie. Je préfère ce type de choses qui amènent à être en mouvement. La joie, le plaisir, l'espoir. Cette notion, et ça c'est un point important, la blessure collective. Cette notion je parle de blessure morale, mais c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Hickman. Avec cette idée, la blessure morale, c'est cette notion de trahison institutionnelle. C'est un truc qui avait été étudié pendant la guerre en Irak, je crois, sur les GI, je crois, américains, et qui avait été ce sentiment d'être délaissé par leur système, de rester là, de rester sur place, et d'avoir en gros j'ai envie de dire d'être un peu grossier, mais un foutage de gueule complet vis-à-vis des institutions qui les met là et qui les met dans un paysage qui est complètement détruit, désolé, soumis à des harcèlements continus et d'avoir une dissonance entre ce qui est dit de leur administration à leurs propres citoyens, à leurs proches, dans les médias, et ce qui se passe sur place. Et cette notion de blessure morale, c'est cette idée d'être totalement délaissé par des gens qui sont un peu cyniques, avec cette dimension de trahison. Hein. C'est pas juste je fais pas mon taf. C'est comment dire, j'use aussi de ta naïveté, j'use de ta patience, j'use avec ce truc-là. Une action climatique, donc, se superpose à trahison. Et voilà, j'ai noté l'explosion du port, la crise bancaire. Donc, on les connaît, les crises libanaises, les multiples crises, la dévaluation. J'ai perdu l'image. Pourquoi j'ai perdu mon... Vous avez toujours mon image? Vous avez toujours mon... Moi, j'ai plus rien. Oui, oui, on va bien, on va. Euh, pourquoi je n'arrive plus à la voir? Vous savez ce que je vais faire? Je vais les repartager. Comme Oui, ça. si tu veux, arrête le partage et recommence. Ouais, c'est le plus simple, je pense. Hop, PowerPoint.
Ok, super. Bon. Avec voilà, bon, vous, les Libanais, vous les connaissez très bien, hein, c'est différent que la crise bancaire, mais pas que, hein, bancaire, la crise institutionnelle, alors là, jusqu'à encore récemment, il y a la crise politique, les différentes crises. Les crises, la crise, moi, les Libanais me disent, il y a 10 ans, c'était pas comme ça, hein, les choses dans la rue, les déchets, l'évacuation des déchets. Moi, je pense à certaines villes et villages qui promeuvent, c'est assez particulier, qui promeuvent d'être green, d'être propre, mais ce sont des initiatives privées. Et c'est-à-dire que quand je me balade au Liban, je me dis, mais mince, où est-ce que je peux poser mes détritus? On peut pas. Il faut soit avoir un sac sur soi, ou l'État n'est plus responsable effectivement de la gestion des déchets ou de ce type de ce type de travail, d'activité. Et donc, effectivement, on retire les poubelles. Voilà, la ville est verte, on retire les poubelles et débrouillez-vous. Il y a quelque chose d'un peu particulier avec cette notion aussi derrière de déprivatiser la douleur. Voilà, dans cette blessure morale, c'est pas vous qui êtes malade, c'est l'environnement qui est toxique, c'est les autres. Il y a cette dimension qui aussi, je trouve, c'est d'externaliser les choses. Alors, il y a 2 points, quand on travaille en systémie, il y a 2 points qui sont importants, que j'ai appris en psychothérapie. C'est, est-ce que là, quand une personne vient vous voir, c'est euh, est-ce que le problème, elle est responsable ou non du problème? Est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est moi et les autres? C'est mieux quand une personne vient et dit le problème, c'est en général, c'est moi et les autres. C'est-à-dire qu'il y a déjà un travail à faire. La personne est cliente et possiblement en mouvement parce qu'elle sait qu'elle a des choses à changer de son côté. En tout cas, elle a des choses à comprendre. Et le deuxième point, c'est est-ce que oui ou non j'ai un impact dessus? Est-ce que oui ou non j'ai la possibilité d'agir dessus? Hein, c'est l'action. Et alors c'est hyper important. Si une personne dit le problème c'est les autres et il n'y a pas d'action possible, là on est foutu. Il n'y a pas de psychothérapie. Si le problème c'est moi et j'ai une action possible, ben là la personne est cliente. Donc cette notion-là, c'est de se dire ok, il y a quelque chose à faire tourner vers l'extérieur, mais en plus j'ai un pouvoir d'agir dessus. Euh, Donc, on arrive sur cette idée, l'espoir constructif, une stratégie de résistance. L'espoir n'est pas une émotion, c'est une stratégie. Dans ce cas-là, hein, croire que tout ira bien sans rien changer, c'est un déni passif. L'espoir constructif, voilà, de Maria Ojala, reconnaître la gravité de la situation, voilà, c'est d'être réaliste, la gravité de la situation, avec cette idée de tsunami, tout en maintenant que l'action a du sens. L'idée, la boussole, l'espoir et le moteur. Empêcher la réduction d'agentivité. Il faut empêcher cette réduction d'agentivité, c'est-à-dire de penser que je ne suis plus agent de quelque chose, je suis dépossédé de mes propres moyens. Donc construire les nous possibles, c'est un concept qui est proposé par Ranzin Zomeran. Croire que le groupe transforme la réalité, qui fait collectif, imaginer qu'un quartier ou une ville peut venir s'il s'organise. Coopérative solaire, résistance psychologique, c'est-à-dire sortir de juste je suis moi l'auto-entrepreneur, je dois être ce qui fait quel type d'action collective qui m'unit à quelque chose, peut être valorisé. Conclusion, sortir de l'inertie, je pense qu'on est pas trop mal. Nommer le filtre libéral, donc se rendre compte de ces trucs-là, de cette fonction et la croyance dans un monde juste, avoir connaissance que c'est quelque chose qui va venir influencer mon traitement de la réalité, mon traitement de ce qui se passe à l'extérieur de moi, en avoir confiance, que ce soit ce grand filtre de la croyance dans un monde juste, mais aussi celui du système néolibéral. La désectorisation, de comprendre que les choses sont liées, que les choses sont pas justes, voilà, il ne s'agit pas juste de déchets. Le traitement des déchets peut être relié à énormément d'autres enjeux. On pourrait imaginer que les déchets, on sait que ça crée aussi des microparticules. Les microparticules sont dans l'air. Il y a des problématiques qui peuvent être des problématiques de santé publique, pulmonaire. Bref, le message pour le Liban. Donc la question, c'est de soigner les liens sociaux et la condition technique de notre survie face au climat. Célébrer chaque micro-solidarité comme une rupture avec le filtre. Pour se redonner le droit d'avoir un futur. Le règlement climatique est un défi physique, mais l'inertie est un défi psychologique. Retirer le filtre néolibéral et se redonner le droit d'avoir un futur. Et vous, une micro au niveau de
immeuble, la Non, rue. Mathieu, on t'entend moins bien maintenant. Si tu peux reprendre cette partie, on t'entend pas bien. C'est vrai? Oui, Pardon. maintenant ça va. Maintenant ça va. Quand tu hausses la voix, ça va. Ok. Donc l'idée, c'est se redonner le droit d'avoir un futur avec cette idée que il y a ce filtre-là, il y a ce filtre qui existe, donc de l'avoir conscience. Et l'inertie est un défi psychologique. C'est une construction mentale, c'est une construction d'une impuissance qu'on appelle l'impuissance acquise, qui peut créer aussi des états dépressifs si on n'est pas du côté de la colère. Retirer le fil néolibéral, c'est se redonner le droit d'avoir un futur. C'est de reconstruire. On est des êtres temporaux. On est des êtres qui vivons dans une temporalité, dans un passé, dans un présent, mais aussi dans un futur. On a besoin d'un horizon. On a besoin de construire quelque chose et de quelque chose en lien avec les autres. Le lien est fondamental. On sait que l'espérance de vie, il y a plein d'études là-dessus. Il y en a une méta-analyse qui montrait que la longévité est associée à cette notion d'appartenance à quelque chose et de lien social, ce qui est fondamental pour on est des êtres de lien. Donc, quel micro-geste? Moi, la question que je voudrais vous poser en sortant de ce webinaire, c'est quel micro-geste collectif au niveau de l'immeuble, de la rue, du quartier, au niveau familial, au niveau à n'importe quel niveau, mais qui sort un peu, qui vous sort quand même de la structure dans laquelle vous avez construit votre résilience et vous avez vos ressources actuelles. Donc, si vous êtes dans votre famille, que vous construisez quelque chose dans votre famille, ok, qu'est-ce qui peut faire du lien avec un autre système? Vous connectez à quelque chose d'un peu plus grand que ça. D'accord? Et qu'est-ce que vous pourriez initier pour court-circuiter ce sentiment d'isolement? Oups, il y avait un remerciement, mais j'ai perdu l'image encore une fois. J'ai mal cliqué. Ah, basculer. Bon, on ne peut plus basculer. Euh, je vais recouper. Bon, c'était les remerciements, mais je n'arrive plus à les retrouver. Et si tu as J'arrive. envie, tu peux faire arrêter et repartager. Ok, share. Stop, ok. Je suis vraiment pas familier avec Zoom. C'est vraiment Google, moi. Ok. Je trouve ça important. Ben voilà. Bon, c'était juste l'image, mais c'est important de finir sur quelque chose comme ça. Merci à vous et avec cette idée et merci aussi vraiment essayer de penser à cette dernière question-là. À cette dernière question-là, quelle micro-action peut vous permettre de vous connecter à quelque chose d'un peu plus grand que le système dans lequel vous êtes actuellement? Merci beaucoup Mathieu. Peut-être qu'on peut arrêter le partage justement pour ouvrir Oui, le débat et puis les questions-réponses. Je voudrais beaucoup te remercier au nom de toutes et de tous de ce webinaire très intéressant avec cette approche interdisciplinaire, systémique, où tu nous apportes un éclairage à partir de plusieurs disciplines, de plusieurs points de vue, tout en contextualisant, vu que le contexte libanais est assez particulier à ce niveau-là. Euh, Merci beaucoup. Et donc, si je permets, je vais prendre les questions qui sont dans le chatting et puis on donne la parole aux collègues pour poser des questions live. Il suffit de avec lever la plaisir. main et de poser la question. Donc, la première question, c'est de Rula, Stéphane. À un moment donné, elle dit, est-ce que donc les campagnes de sensibilisation en la matière ne servent pas à grand-chose? Parce que peut-être qu'à un moment donné, tu avais dit qu'il y a des limitations au niveau de, je ne sais pas, c'est ça la question. Quel est le rôle des campagnes de sensibilisation? Oui, bonsoir. Bonsoir, Rula. Bonsoir, très Bonsoir. intéressant. Oui, c'était bonsoir, merci. Merci beaucoup, très intéressant. On vous entend C'est pas, ça, Rula. On vous entend mal. Ah, ok. C'est possible que le micro soit bloqué par les cheveux. Vous avez peut-être le micro dans le casque et oui, que ce soit bloqué. Non, c'est pas ça. Ça va, si vous m'entendez pas, ça va. Oui, maintenant, quand vous haussez la voix, ça va. Ok, c'est au moment où vous parliez du fait qu'être informé ne suffit pas. C'est ça. Donc, est-ce que le trop d'informations, il y en a le fait de penser que savoir est suffisant. Donc, je me suis dit, en fait, les campagnes de sensibilisation ne seraient pas à grand-chose. Voilà, c'est quand vous avez évoqué le savoir, la limitation du savoir, que ça ne suffit pas de savoir. Donc, elle se pose la question, donc, quel est le rôle des campagnes de sensibilisation? C'est ça, les campagnes de sensibilisation. Ben, on sait que ça dépend comment elles sont construites, mais je pense que les campagnes de sensibilisation qui sont purement informationnelles ont montré leurs limites.
que ce n'est plus suffisant. Il faut avoir des choses, qui s'inscrivent aussi dans l'action, dans une action concrète, avec un retour concret, et qui se dégagent. Je pense qu'il y a cette notion de se dégager du cynisme que j'ai évoqué un petit peu tout au long de ce webinaire, c'est-à-dire de cette idée de superficialité et réussir à se sortir de ça. Et les campagnes qui ont tendance à marteler la responsabilité individuelle, je pense que les gens en ont marre. Je ne sais pas, Mathieu, si je me permets une intervention courte parlant de ça, enfin en lien avec ça, pour aller dans ton sens, dans le sens que l'action est très importante. Ça ne veut pas dire que la sensibilisation ne l'est pas, mais les Exactement. limitations de la sensibilisation, plus on met sur les cartouches de cigarettes fumer tue, plus les gens fument. Ça n'a jamais empêché les gens de fumer. Ça veut dire que tout ce qui est information, tout ce qui est de l'ordre de l'information, ne permet pas vraiment, n'opère pas un vrai changement de représentation, un changement conceptuel. Tout à fait. C'est tout ce qui est autour de là aussi de la théorie de l'engagement, c'est-à-dire de réussir à. On sait que dès qu'il y a un petit peu d'engagement, mais il faut qu'il y ait une structure qui maintienne ça, une structure sociale, une structure, une dynamique, et qui soit raccord avec aussi avec des principes aussi. Mais si il y a Joe qui dit à un moment donné, en ce qui concerne les nous possibles, quand tu as évoqué les nous possibles, il s'agira chez nous d'évaluer ceux qui parlent en nous au détriment de la voix personnelle, indépendante et proprement citoyenne. Alors, juste pour être, je suis pas sûr d'avoir compris ça, cette question. Je ne sais pas, Joe, si tu as envie de développer l'idée. Oui, oui, oui. Oui, je vous remercie là. Bonjour. C'est bonjour et merci pour cette intervention. Béant, c'était très clair et en même temps très pointu par rapport à toutes les dimensions que vous avez exposées. Je vous remercie. Écoutez, là, c'est surtout en fonction de la structure que vous n'avez pas énoncée. C'est dommage pour le Liban par rapport à la problématique que nous avons, c'est les structures familiales. Oui. Nous sommes dans un pays où les structures familiales sont très conditionnantes, où la tutelle met en valeur la plupart des rapports. En d'autres termes, on t'aime si tu suis ce qu'on te dit. On est prêt à ne plus t'aimer si tu ne fonctionnes pas comme on te le dit. Donc, si on veut parler des structures familiales conditionnées, elles sont importantes. Et si on veut parler de ce qui parle en nous, justement, c'est davantage la voix de ce qu'il faut faire à travers papa, maman, le responsable peut-être de la communauté, ou bien un peu plus à d'autres niveaux, qui fait que finalement, même au niveau politique, même au niveau des conflits politiques, il y a ceux qui parlent pour nous. Et il est rare que la voix citoyenne soit une voix qui est poursuivie d'une façon claire, transparente, sans frein, que ce soit à partir d'une éducation qui se met en place en famille, jusqu'à un comportement dans la communauté et bien plus large dans la région où on vit. En d'autres termes, pour agir, il faut d'abord que cette voix-là, que ce soit au niveau de l'éducation, mette en relief la différence des voix et non la tutelle comme un fait accompli. Et d'autre part, que cette voix, une fois qu'on grandit, on puisse se sentir adulte et non sentir que les parents, par exemple, restent les parents du jeune qui doit les écouter même s'il a 80 ans. Oui. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal dans le processus de grandir, dans la mentalité et la culture familiale libanaise, où l'essentiel d'un processus d'identification, de personnalisation et de progrès qui est censé mener à une responsibility, comme nous disons en Gestalt, une responsabilité vécue, assumée, qui permet justement à l'individu de mettre en pratique une indépendance proprement citoyenne, qui évidemment se démarque d'elle-même. En Europe, quand quelqu'un arrive à un certain âge, il quitte sa famille pour faire sa vie. Chez nous, c'est, bon, écoute, tu es chez nous à vie et on reste tes parents en tant qu'enfant à vie. Il n'y a pas du tout une mentalité qui fait qu'on t'encourage à être différent, qu'on t'encourage à prendre position, même si on n'est pas d'accord avec toi.
C'est assez rare dans les structures familiales libanaises. Donc, et je termine là, excusez-moi d'avoir tardé, ce que je considère être très problématique, c'est quand nous parlons, si on veut revenir au nous possible, c'est pouvoir déjà reconnaître ce qui parle en nous, sans nécessairement rester dans l'exclusivité d'une voix solo et indépendante, mais pouvoir reconnaître ce qui parle en nous afin de nous distinguer de notre indépendance. Oui, 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 je comprends. D'identifier quels sont ces liens qu'il y a, des liens de Exactement. fidélité, des liens de loyauté ou des choses un peu inconscientes. C'est marrant parce que vous, oui. Excusez-moi, c'est juste pour, si vous me donnez encore 30 secondes. Oui, mais on va Je donner la peux? parole aux autres, Oui, rapidement. oui. C'est pour ça que j'ai demandé la permission pour 30 Oui. secondes. Yallah. Pas plus. Voilà. Écoutez, ce qui se passe aussi, c'est un parallèle très important, c'est qu'au moment où on demande, on est adulte, on est en train de sortir, on est ensemble avec les potes, eh bien, comment ça se passe? La situation est, ils ont décidé, quand vous tournez autour de, eh bien, toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, ils pensent que ceci, cela, et le mot il, le mot on, le mot vous est bien plus dominant que le mot personnel. Et je vous remercie. Ok. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Joe. Merci. On va peut-être reprendre la question suivante. C'est Roland qui se dit, est-ce que c'est possible d'avoir un détail sur le numéro 3? C'était à propos de la sectarisation. Si c'est possible, Mathieu, redéfinir un tout petit peu ce mot. Sectorisation. C'est ça, sectorisation. Oui. C'est ça. Oui. La sectorisation, c'est ce découpage, cette atomisation des choses, où on pense que une problématique est isolée. C'est ce que je vous disais avec l'exemple du pétrole. Où on pense que voilà, le secteur, là, il y a une problématique avec le pétrole et que c'est en fait le problème, ça va être les moyens de transport. Alors les Libanais ont plus cette interdépendance un peu vis-à-vis du pétrole parce qu'il y a qu'on appelle ça les groupes de pour gérer l'électricité aussi. Il y a voilà, ils génèrent de l'électricité avec aussi du fuel. Mais en Europe, on a cette vision, que voilà, que le pétrole c'est les voitures. Hein, et on pense même pas un exemple tout con. On pense pas que le pétrole, c'est l'approvisionnement en denrées et en nourriture. Le pétrole, avant tout, avant même les voitures, c'est les camions de transport. Sur les routes européennes, c'est l'acheminement principal des vivres et des choses se fait par des camions. Donc donc ça va jouer sur énormément de choses. Il va y avoir un impact sur le coût des marchandises. Il y a un impact sur le coût des marchandises, sur le coût d'affrètement des marchandises. Il y a un impact sur le coût de production parce qu'on utilise le pétrole pour des engrais, on est à tous les niveaux le conditionnement des produits, sur le plastique qui entoure les produits, qui est fait avec du pétrole. En fait, c'est ça, la sectorisation, c'est de penser que voilà, il y a un truc qui est dans un coin et il est compartimenté et c'est pas interdépendant. Et c'est cette notion-là, la sectorisation, ce sont des secteurs. Et l'exemple, c'était en lien avec cette notion de polycrise. Le Liban, si je me souviens bien, vous avez connu l'explosion du port de Beyrouth en même temps que l'arrivée du Covid. Je crois que c'était la même année. Il y a une accumulation des choses qui se produit. Il faut penser que le Covid, c'est un arrêt aussi total aussi de l'économie. Il y a des choses qui sont des facteurs cumulatifs. Et c'est en gros d'isoler les choses sans se rendre compte que les choses sont liées, que je suis interdépendant, qu'on est interdépendant, que mon activité A est liée à l'activité B. Et du coup, c'est à la fois les problèmes sont interconnectés, mais du coup, les réponses doivent être interconnectés. Ça renvoie à la notion du nous collectif. Comme les problèmes sont interconnectés, mais du coup, ça veut dire 2 secondes. Ça veut dire que si si on s'associe, on a un pouvoir considérable. Parce que si on bloque là et là, ou si on bouge ici et là, ça peut faire bouger le système très rapidement. Donc, la sectorisation, c'est ce truc de découpage qui fait croire que si j'agis ici, ça va être local et pas global. Eh ben non. Merci Mathieu. Il y a Sherbet qui a une question.
Et il dit, mondialement, est-ce que les succès environnementaux sont reliés à des lois bien strictement appliquées ou les détracteurs sont sévèrement amendés? Je ne sais pas si tu as envie de développer la question, cher Bill. Je pense avoir compris, mais je veux bien s'il veut développer. Je Oui. pense avoir. Oui, en fait, c'est aussi simple que ça, si ça, parce que surtout au Liban, tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Merci Mathieu et les organisateurs, vraiment. Mais surtout au Liban, quand la culture n'est pas euh, vraiment là où elle devrait être vis-à-vis l'environnement, est-ce que mondialement les lois ont montré une application meilleure? Si vous avez une réponse pour ça. Non, sur ces enjeux-là, moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a et avec les fameux, la COP machin, COP 21, COP 22, il y a des engagements, mais qui sont pas des engagements extrêmement, presque contractuels, qui sont pas, bref, les gens peuvent ne pas vraiment respecter. J'ai l'impression que c'est c'est vraiment pour contenter quelque chose. Les seules choses qui sont, ce sont plutôt au niveau intranational et ce sont des législations. Au niveau européen, il y a des choses qui sont faites, il y a des mouvements, mais qui sont extrêmement décriés, qui vont ni assez vite, qui sont détournés, qui s'appliquent, qui sont reprochés pour être surtout appliqués aux petites personnes, aux petites entreprises et qui bénéficient plutôt à l'avantage des grandes multinationales. Donc il y a cette dimension, il y a toujours les législateurs qui vont être accusés de favoriser le système et de faire croire derrière que ce sont des petites solutions, ce sont des petites solutions qui touchent l'individu, la responsabilité individuelle. Quand je vous disais qu'il y avait un lobbying, il y a eu un lobbying pendant 50 ans au niveau européen, vraiment dans l'industrie du plastique, pour favoriser l'idée que ce sont les gens qui sont responsables individuellement. Et dès qu'il y avait des lois un peu plus collectives et coercitives, le lobbying était extrême, était énorme et a toujours empêché ça, toujours empêché ça. Et donc, il y avait cette idée derrière, il y avait des think tanks et des machins, des trucs qui étaient designés pour promouvoir cette pensée très néolibérale et favoriser certaines pratiques au détriment des autres. Le lobbying, le problème n'a jamais été le lobbying, c'est bien de défendre une entreprise, et c'est bien qu'il y a des avocats, entre guillemets, qui défendent leurs propres produits. Le problème, c'est la perméabilité des institutions au lobbying. Il est là le problème. Il est à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci Mathieu. Beaucoup. Il y a Tina qui dit, pardon, Sherbel, tu veux dire quelque chose? Moi, je disais merci beaucoup. Ah, ok. Et donc Tina, elle a une réflexion où elle dit, le dilemme des prisonniers s'applique de façon réciproque au Liban. D'une part, les partis de l'État qui s'entraident selon leur faveur et d'autre part, les citoyens de même religion qui se soutiennent selon la situation qui se déroule. Je ne sais pas si Tina est avec nous pour nous donner un peu plus de détails. Je pense avoir compris. Et pour moi, ça Oui, rejoint vas-y Mathieu, vas-y Mathieu. oui. Mais Tina, je veux bien, si tu veux développer, avec plaisir. Moi, il n'y a pas de... Oui, C'est mais passé. désolé, il y a un peu de bruit autour de moi. Je ne sais pas Ok, si vous donc Mathieu, m'entendez vas-y, bien. réponds si tu veux Mathieu. Oui. C'est ce que ça rejoint un peu ce qu'avait soulevé sous un autre angle, Joey. C'est cette idée, quand je vous ai présenté le néolibéralisme, et je vous ai parlé de l'individualisme. Au Liban, il est particulier l'individualisme et l'unicité, cette dimension, je suis unique, je dois être... Alors c'est vrai que tous les enfants libanais sont uniques pour leurs parents en général, cette dimension toujours, mais c'est il y a quelque chose d'un peu particulier, il y a une dimension quand même toujours un peu collective au Liban. Il y a ces dimensions, la communauté, il y a quelque chose qui joue, qui est toujours là, il y a un secteur qui est là et qui est encore important. Mais ce qui est particulier, qui entretient aussi l'atomisation des choses, la fracture des choses. C'est-à-dire que le collectif s'est fait, c'est le nous contre eux. Il s'est construit dans quelque chose, dans une cohésion, dans un espace politique, économique, un espace, voilà, symbolique, historique. Et il s'est construit par fragmentation. Et c'est un nous de survie, un peu. C'est un nous de survie et qui est en réponse
On revient sur ce dilemme du prisonnier. C'est vrai que ça marche, le dilemme du prisonnier marche dans un petit système. C'est pour ça que je disais d'échapper, d'ouvrir le dilemme du prisonnier avec l'autre en face. C'est-à-dire avec cette notion d'ouvrir quelque chose, comment inclure l'autre, comment inclure, mais l'autre c'est pas juste forcément la confession, l'autre c'est le voisin d'en face, l'autre c'est à différents niveaux en fait. Il y a plein de choses qui font groupe. Ça peut être même dans une institution éducative. Comment réussir à élargir le nous? Voilà, cette identité. Et dans les pays européens, c'est très particulier, occidentaux. Il y a ce qu'on appelle le un peu le postmodernisme, ce truc-là où les identités s'effacent. Il faut être à la fois ceci, alors avec une injonction à la fois cela, appartenir. C'est pas bien d'appartenir. On n'appartient pas à une ville, on n'appartient pas à un endroit, on appartient à une communauté, mais en même temps à celle-là, on combine les. Je fais de la musique, plus ceci, plus telle communauté identitaire revendiquée, plus telle. Et il y a une espèce d'agrégation générale qui doit faire mon unicité. Et c'est insupportable si tout le monde commence à faire de la musique, mais appartient à telle communauté, plus telle que... Non, il faut que moi j'ai un truc en plus. Et il y a cette dimension de renforce ce qui contraste, ce qui fait contraste avec l'autre. Je rejoins avec cette notion d'humanité partagée. Et c'est-à-dire, oui, je reconnais ton humanité, mais moi j'ai un truc un peu comme si le fait de partager quelque chose, une identité qui est commune, c'était l'anéantissement de soi, de l'ego narcissique. Il y a quelque chose de je peux pas exister si je te ressemble. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes présentes avec nous? Parce que ce que j'ai trouvé au niveau du chatting, mais est-ce que parmi les personnes présentes, quelqu'un souhaite poser une question à Mathieu avant de conclure? Une question, une réflexion, un feedback? Non? Bon, merci beaucoup Mathieu pour ce webinaire. Merci à tous les collègues. Et vous savez, au niveau de la chaire, nous organisons ce type de webinaire à peu près tous les 2 mois. Donc, bonne soirée et à la prochaine. Merci infiniment à tout le monde. Prenez soin de vous et Merci du beaucoup. collectif. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Thank you. Au revoir.